Le son, on est bon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette première vidéo de la saison 2020-2021 sur Biosphere. Oui, c'est la fin de l'été et c'est la fin des vacances pour ceux qui en avaient. Dans ce sum de la rentrée, il y a de bonnes nouvelles, c'est que les vidéos reprennent. Et pour cette toute première vidéo, on va faire un retour critique, puisqu'on en a plus ou moins l'habitude sur la chaîne, sur les deux derniers Biosphères qui sont sortis, à savoir le numéro 14 sur le parasitisme du mal et le numéro 15 sur les mycorhizes. Mais avant de commencer, un salut tout particulier pour les nouvelles personnes qui débarquent sur la chaîne suite au partage par Suivant Cartoon. Donc déjà, merci Suivant d'avoir partagé la chaîne, bienvenue à tous. Pour ceux de la chaîne qui ne connaîtraient pas la chaîne Suivant Cartoon, c'est une chaîne d'animation comme on en fait peu sur le YouTube francophone et je vous invite à aller y faire un tour. Je mettrai un lien qui s'affichera par là pour aller voir sa chaîne. Rentrons dans le dur. Biosphère numéro 14, les mâles sont-ils des parasites? Alors, dans cette vidéo, on avait vu que les mâles et les femelles se définissaient d'un point de vue biologique, d'après les gamètes qu'ils produisaient, qu'il y avait une différence entre ces gamètes, surtout de masse, avec le gamète femelle qui est beaucoup plus gros que le gamète mâle, ça on y reviendra dans cette vidéo. Ensuite, on avait vu que du coup on pouvait parler de parasitisme, alors que la progéniture est 50% de chaque parent, le mâle participe beaucoup moins en termes de coût, puisque son gamète il est tout petit et tout kiki. Et ensuite, on avait vu que ça posait des pépins si les populations étaient entièrement femelles, des problèmes notamment de brassage génétique, et on avait conclu que pourtant, vu que le sexe apporte ce fameux brassage génétique et permet une adaptabilité des populations, on comprend pourquoi le sexe se maintient dans l'histoire du vivant. Revenons d'abord sur la taille des gamètes, puisque dans la vidéo que j'avais présentée, on s'était maintenu au cas des animaux. Je pense qu'on avait fait un peu plus large que les mammifères, on avait parlé des animaux, parce qu'au moins je parle d'oursins, etc. Mais on n'avait pas parlé des plantes. Alors c'est un peu dommage parce que justement, j'avais filmé déjà dans mon microscope une fécondation chez une algue, et du coup j'avais pas pu utiliser cet extrait dans la vidéo, puisque c'était un peu hors propos, puisqu'on parlait de plantes. Du coup j'en profite pour vous le diffuser maintenant. Ce que vous voyez là, c'est un énorme ovule de Fucus vesiculosus, qui est une algue brune, et autour, tous les petits trucs qui s'agitent, c'est des spermatozoïdes. Donc ça étoffe un peu ce que je vous disais plus tôt, puisque les spermatozoïdes sont tout petits à côté de l'ovule. La particularité qu'ont ces spermatozoïdes par rapport aux spermatozoïdes d'humains par exemple, c'est que ceux-là ont deux flagelles. Donc là vous ne le voyez pas trop sur le microscope parce que c'est de qualité un petit peu crado, mais il va falloir me croire sur parole. Du coup tout ça pour étoffer le fait que les gamètes mâles sont plus petits que les gamètes femelles en général, même si c'est pas une vérité absolue. Profitons-en maintenant pour parler des commentaires sous la vidéo. Dirty Biology avait pas fait une vidéo là-dessus? Il a dit. Eh oui. Oui, il l'a faite. D'ailleurs, elle est vachement bien. Je vous invite à aller la voir. Plagiat Dirty Biology. Je plaisante. Il faut préciser que l'apparition du sexe reste en majorité un mystère pour la biologie. Les modèles mutationnistes font appel à la sélection de groupes, les modèles écologiques demandent à être vérifiés au cas par cas, et les modèles d'extinction montrent comment le sexe se maintient, et pas comment il est apparu. Merci à toi qui a l'air d'être beaucoup plus calé sur le sujet que moi-même. En tout cas, c'est vrai que ma vidéo avait un problème, c'est qu'elle laissait croire qu'on avait tout compris sur pourquoi le sexe était apparu. Alors c'est une tournure un peu maladroite, puisque effectivement les modèles scientifiques actuels semblent expliquer comment le sexe se maintient, donc quels sont les avantages évolutifs du sexe, mais il est dur de reconstituer une voie d'apparition du sexe. À ma connaissance, j'ai pas vu d'article qui décrivait des étapes vers l'apparition du sexe. Donc c'est ce que semble indiquer ce commentaire en tout cas. Il reste encore des zones d'ombre. Donc, chez les baudrois des grands fonds, Colophrine et Jordanie, le mâle est doublement parasite. Il vit tranquille dans la femelle, et en plus il ne fournit pas grand chose à part ses gamètes. Merci pour la vidéo. T'as raison, le cas de la baudroie est vraiment complètement fou, et c'est vrai que du coup ça fait double parasite, puisque la reproduction, et en plus il vit parasite accroché au tissu de la femelle. C'est vrai, mais je vous en dis pas beaucoup plus, puisqu'il y a Marie de la chaîne La Boîte à Curiosité qui a fait une excellente vidéo sur la baudroie, comme toutes les vidéos de sa chaîne d'ailleurs, donc je vous invite à aller y faire un tour pour en découvrir plus sur cet animal lanterne. D'ailleurs, à ça peut se rajouter la sélection sexuelle, qui est liée à l'investissement parental.
moins les mâles investissent dans l'investissement. Hop 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 hop, c'est le sujet d'une prochaine vidéo ça, non? Ça a l'air vachement intéressant. Du coup, je vous donne rendez-vous dans le futur, dans les mois à venir, peut-être les années si j'ai pas le temps, mais on parlera de la sélection sexuelle en détail. Vous en faites pas. Donc voilà, c'est tout pour le Biosphère numéro 14 sur le parasitisme du mâle. Venons-en de suite à la deuxième vidéo, qui est le Biosphère numéro 15 sur les mycorhizes. Dans cette vidéo très dense, on avait mis en évidence la présence de champignons qui étaient intriqués dans les racines des végétaux, en tout cas de beaucoup de végétaux. On avait vu que ça améliorait la nutrition du végétal quand il était sur des sols pauvres, que aussi ça tissait des réseaux entre les organismes végétaux et les organismes champignons, et que par ce réseau, on pouvait échanger des informations et peut-être éventuellement des nutriments. On avait même vu que ces mycorhizes étaient très liés aux écosystèmes, qu'il y en avait de 3 types, les ectomycorhizes, les mycorhizes arbusculaires et les mycorhizes à peloton, et qu'on trouvait différents types à différents endroits. Et pour finir, encore plus énorme, on avait vu que les mycorhizes semblaient être liées à l'évolution des végétaux. Qu'est-ce que vous avez raconté sous cette vidéo? Si je me souviens bien, il y a aussi des relations entre des bactéries et des plantes. Les bactéries sont différentes des champignons dans ce qui est microscopique. C'est vrai, il y a des associations plantes-champignons, mais il y a aussi des associations plantes-bactéries. C'est notamment le cas chez les plantes de la famille des trèfles, ou encore chez l'aulne par exemple. Donc c'est les plantes qui s'associent à des bactéries, et eux, ça leur permet principalement de supplémenter leur nutrition en azote, puisque les bactéries sont capables de puiser, enfin en tout cas ces bactéries-là, sont capables de puiser directement dans l'atmosphère. Vous savez peut-être que c'est composé à plus de 70% d'azote, donc vachement intéressant comme capacité. Super intéressant en effet. J'ai néanmoins 2 questions. Serait-ce, comme vous le dites, le champignon qui structure tel ou tel type de forêt, ou est-ce les typologies de forêt, ou le climat, qui favorisent la présence d'un type de champignon en particulier? Ça a l'air d'être un petit peu les deux, hein. C'est-à-dire que selon l'écosystème, on trouve des caractéristiques de champignons qui sont directement adaptées aux caractéristiques de cet écosystème, mais ensuite, vu que le champignon modifie les capacités de nutrition, donc vraisemblablement les relations de compétition entre les végétaux, je pense que le champignon influence aussi grandement la structure de l'écosystème. Alors ici, pour être honnête, j'ai tenté une explication en roue libre, mais c'est vraiment pas clair. Donc je rajoute des petits compléments en off parce que même moi je comprends pas. Déjà, je vous indique que dans le sol, il y a des nutriments minéraux essentiels, azote et phosphore, et qu'ils proviennent en grande partie de la dégradation de la matière organique morte. Voilà, là on peut continuer. Alors concernant l'influence des écosystèmes sur les types de champignons, chose qui n'a pas du tout été développée dans la vidéo. Ce qu'on observe qui est très intéressant, c'est qu'au niveau de l'équateur, les champignons ont leur capacité à se nourrir de la matière organique directement dans le sol qui a, pour la plupart, régressé. Alors, donc ça c'est plutôt les mycorhizes arbusculaires. Alors que proche des pôles, dans les mycorhizes pelotonnées, là, les champignons semblent avoir toujours une capacité, ça profite donc à se nourrir de la matière organique présente dans le sol. Hop, pause. Donc, en bref, à l'équateur, les mycorhizes savent puiser dans les ressources minérales du sol uniquement. Alors que plus on monte vers les pôles, plus on rencontre des mycorhizes capables de taper dans la matière organique du sol directement. Pourquoi? Quel suspense, on y vient. On peut lier ça avec le fait qu'au niveau de l'équateur, il fait chaud et humide, donc du coup la matière organique du sol a tendance à se décomposer. Par contre, c'est pas du tout le cas proche des pôles, parce que la matière organique des sols se décompose peu du fait du froid et de la sécheresse qui règne, donc il est intéressant pour un champignon, du moins ça lui procure un avantage évolutif, d'être capable de puiser directement dans la matière organique, matière morte, puisqu'elle ne se recycle pas trop dans le sol. Et voilà, la matière organique se décompose de plus en plus mal à mesure qu'on s'éloigne de l'équateur. Bon, je schématise, c'est pour simplifier. Donc, ces sols sont pauvres en éléments minéraux essentiels, mais riches en matière organique. Il est avantageux pour le champignon d'être capable de dégrader la matière organique pour se nourrir, et sinon il ne peut pas se nourrir. On peut y voir là une contrainte de l'écosystème dont on retrouve des adaptations dans la physiologie des champignons. J'espère avoir répondu à ta question. Ma deuxième question est une digression, ou plutôt une suggestion. Que pensez-vous de l'affirmation suivante? La forêt amazonienne est le poumon de la Terre. Je crois me rappeler dans mes cours de lycée que cette affirmation était contredite par l'étude comparative des rendements de production d'O2 et de CO2 entre le jour et la nuit pour les forêts. Ben tu as raison, cette affirmation est complètement fausse. Non, l'Amazonie n'est vraisemblablement pas le poumon de la Terre, puisque même si la journée, les plantes pratiquent la photosynthèse,
elle respire toujours en parallèle. Par contre, la nuit, il n'y a pas de photosynthèse, du coup elle respire. Et du coup, je crois que les études qui ont été faites sur le sujet, manifestement démontrent que les forêts ont un bilan assez nul. Non, par contre, ce qui fixe du carbone, essentiellement à l'échelle de la planète, c'est les phytoplanctons dans les océans. Mais là encore, il y a une très bonne vidéo de Léo Grasset qui a été faite pour le journal Science et Vie, je crois. J'essaierai de mettre une vidéo si c'est possible de la relier via YouTube. Super cette vidéo, très pédagogique. La Salamandre en avait fait un dossier il y a quelques mois. Tout ça me fait penser aux faux de Verzy, des arbres tortueux qui ne poussent que dans la forêt de Verzy. Peut-être que le réseau mycologique y est pour quelque chose. Alors je connaissais pas du tout la forêt de Verzy, merci de m'avoir fait découvrir. Pour ceux qui connaissent pas non plus, je vous mets quelques images. Donc c'est un endroit extraordinaire avec des arbres très tortueux. Et il semblerait, d'après la page Wikipédia, que ce sont des hêtres d'une variété particulière, du coup, qui ont cette morphologie un peu bizarre. Alors, c'est vrai que les hêtres font partie de la même famille que le chêne, et donc du coup sont des arbres qui sont mycorhizés, mais je sais pas si c'est l'hypothèse la plus probable pour sa morphologie étrange des arbres. En tout cas, sur la page Wikipédia, ils ont l'air d'indiquer que c'est plutôt la thèse génétique, donc du coup c'est une différence génétique dans les cellules de cet arbre, qui provoque cette morphologie si particulière. À creuser, peut-être le sujet d'une vidéo si jamais je vais du côté de Reims 1C4. Et voilà, c'est tout pour les commentaires de ces deux vidéos. Donc merci beaucoup pour l'accueil que vous avez fait à ces vidéos. J'ai pas l'habitude que les vidéos fassent des chiffres comme ça, donc elles approchent le millier, elles le dépassent le millier de vues. Donc c'est en grande partie avec les 2 partages récents que j'ai évoqués, 2 partages de la chaîne donc, qui ont fait arriver pas mal de monde. J'espère que vous vous plaisez sur la chaîne Biosphère et j'espère que vous allez kiffer ce qui arrive par la suite. Donc cette année, il y aura des vidéos sur la chaîne, donc peut-être pas au même rythme que l'année dernière, j'essaierai au minimum de faire une vidéo par mois. En attendant, on se retrouve du coup le mois prochain, au plus tard, pour une prochaine vidéo, et portez-vous bien, bonne rentrée, bon courage à tous ceux qui rentrent, à la prochaine, ciao!